Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Moins d'une semaine après la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris, Hawaï prend le chemin inverse. En effet, le gouverneur démocrate de l'État, David Ige, a signé mardi dernier deux lois qui rentrent dans les critères de la COP 21. La première stipule que le réchauffement climatique, je cite, est réel. Oui, je répète, le gouverneur d'Hawaï stipule dans ce décret que le réchauffement climatique est réel et qu'il pose, je cite toujours, des menaces immédiates et à long terme sur l'économie, la sécurité et le mode de vie de l'État. La seconde promeut des techniques de captation du CO2 et une agriculture décarbonée. Et je cite encore ce décret en tant qu'île. Je vous le rappelle, Hawaï est une île, le 50e État des États-Unis. En tant qu'île, stipule donc ce décret hawaïen, nous sommes parfaitement conscients des limites de notre environnement naturel. Nous voyons les impacts de nos actions sur celui-ci, a déclaré le gouverneur Ige. Aujourd'hui, je cite toujours, il est temps que les États-Unis et les gouverneurs des autres États soient à la pointe de ce combat. Plusieurs États, en effet, dirigés par des démocrates comme la Californie, New York ou Washington, ont déjà annoncé une alliance pour le climat et s'engagent à respecter l'accord parisien de la COP 31. Aux dernières nouvelles, Donald Trump n'a toujours rien tweeté. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme, depuis le studio souterrain de Radio associative toulousaine, qui depuis l'inondation de Radio Campus en février dernier, accueille nos élucubrations hebdomadaires et qu'ils en soient ici une nouvelle fois remerciés. Dans 10 petites minutes, retour de Perrine Crubilé et de sa rubrique que l'on pourrait sous-titrer Fourchette, couteau la guiole et veine nature pour les fines gueules mais aussi pour les autres. Vous l'aurez compris, il y sera surtout question de bonne bouffe. Et puis ensuite, je recevrai Hervé Bordier, responsable et programmateur du Métronome, et Jean-Marc Lacaze, artiste graphiste réunionnais, avec qui j'évoquerai la nouvelle édition de Rio Loco, dont le premier est le directeur artistique et le second est le responsable de l'affiche de cette édition 2017. Rio Loco, qui entre nous a commencé hier soir et qui déroulera pendant tout le week-end sa programmation foisonnante, célébrant cette année les musiques des îles de l'océan Indien. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Les Strasbourgeois d'Adam and the Madams viennent de faire sortir Almost, un EP 6 titres classieux, faisant ici office de teaser à un album complet qui devrait sortir à l'automne prochain. Alors, de quoi qu'on cause? De bruit et de fureur, d'expérimentation sonore, d'esprit foutraque, de joyeux bordel sonique et de rock'n'roll solide. À cet écart, Sister Ray, reprise du Velvet Underground qui frise ici les 17 minutes et qui clôt cette EP, en est un exemple flagrant. Pulsation noise, déluge de guitare, son hyper puissant. On se retrouve au milieu d'un déluge de décibels déraisonnables sans avoir rien demandé et en plus on aime ça. Et si parfois les intros se la jouent folk plutôt débonnaire, le dérapage n'est jamais très loin, la déflagration plutôt attendue. Autre exemple de déflagration attendue avec une deuxième reprise comprise dans ce EP, une reprise de He Was, le morceau de David Bowie. Et là pour le coup, on n'est pas dans la révérence. Adam and the Madams, He Was, extrait d'un EP Almost et vivement la suite. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you can be me. I will drink all the time, 'cause we're lovers, that is a fact. Yes, we're lovers, that is that. Oh, nothing will keep us together. Steal time, just for one day. We can be heroes, forever and ever. What you say? I wish you could swim like the dolphins. Dolphins can swim. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. We can be heroes, just for one day. I won't be there, and
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Ouais, toujours Joe Kangourou, toujours Caramel Mou sur les ondes de Campus FM. Cette émission va continuer pendant encore une petite cinquantaine de minutes. Émission qui se déroule aujourd'hui sous le contrôle de Jean-Pierre Lérac, la caution morale et culturelle de cette émission. Il n'intervient pas directement aujourd'hui, mais il est venu quand même nous voir. Quand il n'est pas là, il contrôle. Donc c'est ça qu'on appelle une caution morale. Perrine Crubillet, bonsoir. Tiens, je voulais quand même dire que après le morceau que l'on vient d'écouter, Adam and the Madams, il nous disait quand même hors micro qu'il passerait bien ça dans son festival fétiche Jazz à Luz. Programmateur, si vous êtes à l'affût, et puis les gens qui s'occupent d'Adams and the Madams, si vous êtes à l'affût, on vous donnera le téléphone de Jean-Pierre Lérac juste après l'émission. Perrine Crubillet, bonsoir. Oui, bonsoir. Je me tiens à carreau à mon assiette. Hein. Ouais, c'est effectivement, parce qu'effectivement, il contrôle aussi ça. Il fait plus que contrôler la programmation musicale. Bon, donc je l'avoue, il m'a manqué de temps et d'organisation et d'argent pour arriver à cette chronique. Hein. Ah ouais, pourtant, ça fait quand même 3 semaines qu'on en parle. Oui, bon alors c'est vrai que je suis pas toujours, j'anticipe pas toujours, hein, alors que depuis lundi je cherche un repère pour mes papilles et que je zone sur les blagues de mes compatriotes gourmandes telles que Lucie Pain-Blanc avec son Je veux tout goûter ou Rodolphe Lafarge avec son fameux rodenroll.com. Vous connaissez Rodenroll ? Vous m'en avez déjà parlé, mais je n'y suis pas encore allé, mais je vais finir par trouver l'adresse. Oui, sur Internet. Il faut, c'est une très bonne adresse qui nous balade, c'est un blog qui nous balade de bons plans en bonne table entre Toulouse, Paris et sa cuisine dans le Cantal. Hashtag Cantal Sourire sur Instagram. Et donc j'espère bien que cette cuisine se transformera un jour en restaurant parce qu'il y a toujours des jolis verres, des champignons, des fleurs, des herbes, et vous savez comme j'aime ça, des cuissons de viande bien dorées, franchement, vivement qu'il ouvre son resto. Hein. Rodolphe Lafarge, c'était lui qui a servi aussi de guide à la bande à François-Régis Gaudry dans le très très bon sur Paris Première spécial Toulouse. Vous connaissez ce gang ? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis un aficionado de leur émission à 11h tous les dimanches matins. On va déguster. Voilà, François-Régis Gaudry qui a un peu le monopole du bon goût sur les médias le dimanche, hein, particulièrement à 11h sur France Inter avec On va déguster. Et qui, il n'y a pas très longtemps, avait signalé le meilleur couscous de Toulouse que l'on trouvait chez à Miss Smith à la Pente Douce. Ouais. Voilà, à la Pente Douce, en disant que c'était sans doute le meilleur couscous que l'on pouvait trouver à Toulouse. Et lors de cette émission, justement, la personne qui présentait cette balade, c'était Rodolphe Lafarge. D'accord. Voilà, qui était son guide. Après, donc à midi sur Paris Première, il y a très très bon. Il chronique aussi dans l'Express et sur son blog Etoc, même s'il est un peu en stand-by là, ces derniers temps. Ils ont sorti Mon Évangile indispensable, qui est un cadeau à se faire soi-même, qui s'appelle On va déguster, qui est pour moi le meilleur livre de cuisine du 20e siècle, du 21e siècle. Seul problème, il est vraiment très gros. Il est très gros. Et si on n'a pas un petit lutrin pour le placer sur une table dans la cuisine, on peut pas l'utiliser pendant qu'on fait la cuisine. C'est un évangile, voilà. Et bref, je vous raconte pas la bouffée de chaleur le jour où François-Régis Gaudry a liké mes photos sur Instagram. J'ai fait une capture d'écran direct. Allez, peut-être un jour, on arrivera à le décider à venir dans cette émission. Ouais, peut-être, ouais. Bon, donc je continue mes recherches d'inspiration, j'arpente Instagram et son food porn, je me lèche les babines sur les photos d'Omnivore, d'Alpha Foodie, de Four Magazine, de food blogueuses déséquilibrées, de Vincent Crépel, de Grande Chassat, Saint-Lundi, de Dersou. Vous connaissez Dersou ? Non. Non, bon ça je vous en dirai pas plus sur Takou Sedine qui tient un fameux resto à Paris que j'ai testé il y a pas longtemps, mais c'est une autre histoire. Bon, comme vous le voyez, j'ai fait mon max, hein, mais je dis vague et j'ai la dalle. Hein. Eh ben ouais, et je vois toujours pas d'adresse qui se pointe. Voilà. Bon, donc du coup, je cumule les mots-clés à la recherche d'un coin rapide et économique pour délivrer ma semence sucrée-salée dans ce caramel mou. Mais rien à faire, le temps joue contre moi. J'ai bien récolté une piste qui me titille, à savoir le Cantoche, avenue Étienne Millière. Peut-être une adresse pour le déjeuner, aussi simple et généreuse que Ravigote. Vous connaissez Ravigote ? Ah oui. J'en ai jamais parlé, mais c'est dans le quartier Sainte-Agne, c'est en face de la gare. Et c'est une vraie table d'hôte avec des bancs, des grandes tables à partager, des buffets à volonté. C'est varié, c'est frais, c'est bien fait, c'est délicieux.
franchement, c'est une bonne adresse pour le déjeuner. Ah, Mais il faut s'y prendre un peu à l'avance, il faut réserver. Mais bon, je me réserve la cantoche pour une prochaine fois un peu plus calme. Bon, alors c'était peine perdue. Donc hier soir, je me rends à un rendez-vous pro chez Equito. Pour une soirée cocktail. Ah. C'est vrai que vous êtes une aficionado aussi des cocktails. Oui. Bon, ça a commencé par la recette du mojito. Voilà, j'ai pas appris grand-chose, mais bon. Et qui je vois au comptoir, les joues lisses et rebondies et les yeux perçants, Saint-Lundi. Vous connaissez Saint-Lundi ? Non, bah alors là, c'était le râle, quoi. Parce que ça fait partie des gens que je suis sur Instagram, où à chaque fois je me dis... Je lis tous les hashtags jusqu'à ce que l'assiette que je suis en train de voir en me disant « Putain, quel resto fait ce superbe plat ?» Eh ben non, il est chez lui, tranquille, Saint-Lundi. Saint-Lundi, il se définit comme voodoo créole cuisine. Alors je m'approche, je me méfie parce que c'est un restaurant qui apparaît, enfin c'est un chef qui apparaît puis qui disparaît. Il est de temps en temps au Bol Rouge, de temps en temps chez Pachiné. Il est aussi à Électro, il est à Musical. Enfin bon, il est un peu mystérieux, quoi. Il est un peu... Le Bol Rouge adresse finalement assez confidentielle, mais tout le monde en parle, de l'avenue des États-Unis. Voilà, exactement, ouais. Et qui va faire un petit festival dans pas longtemps, d'ailleurs, de cuisine. Bon, enfin bref, du coup, je discute avec ce Saint-Lundi, je me présente, je fais bonjour, je suis Grand Salon, je vous suis sur Instagram, je suis très fan de ce que vous faites. Tout a l'air très bon, mais où est-ce que je peux vous manger ? Et donc, il m'explique que, effectivement, c'est un restaurant itinérant et qu'il est à différents endroits et qu'actuellement, par exemple, il est chez Equito le mardi midi. Voilà, et il fait un menu vaudou à 12 euros, plat, dessert. Là, il y a gombo, poulet, crevisses, saucisses, morteau, riz grain long, dessert. Enfin, bon, voilà. Donc, il a une cuisine croisée des terroirs vaudous, Togo, Bénin, Haïti, Nouvelle-Orléans. On y va quand ? Demain midi. Non, mardi. Et non, c'est le un mardi. Donc, mardi prochain. Mardi prochain. Ok, je compte sur vous. Donc pour suivre Saint-Lundi, il a un site, saintlundi.com. Il a carrément un site de réservation. Non, mais le gars, quand même, il a un directeur artistique. Je tiens à vous le dire tout de suite. On n'est pas dans le chef. Voilà, on est vraiment dans le chef vaudou du 21e siècle. On n'est pas dans la même planète. On a changé de siècle, on a changé d'univers. On a changé de sorcellerie là. Donc voilà. Bon, on a parlé de Là, je vous ai un peu tout dit. On a parlé de rodenroll.com, un super blog de Rodolphe Lafarge. On a parlé de François-Régis Gaudry. On a parlé d'Omnivore. On a parlé de Ravigote. Et on a parlé de Saint-Lundi. Mais voilà. Mais toujours pas d'adresse. Toujours pas d'adresse. À tester. Si ce n'est que peut-être mardi, nous mangerons ensemble. Volontiers. En tout cas, si vous voulez rester dans cette émission, il y a intérêt que la prochaine fois, on ait du lourd et du concret. Perrine. Oui. À la prochaine. ثليت الجار وانا جيت من جبار وي تتوه Oh
Oyez, oyez, depuis 28 ans, Caramel Mou rend compte de l'actualité culturelle de la Ville Rose sur ses ondes campusiennes, d'abord calées le samedi soir, puis le mercredi après-midi. Et depuis une quinzaine d'années, cette émission hebdomadaire traite de cinéma, de bande dessinée, de littérature, d'art plastique, de théâtre, de musique, de bonne bouffe et de l'air du temps, le vendredi, avec passion, recul, mauvaise foi et parti pris. Pour célébrer 28 ans de découvertes jubilatoires, de chroniques acides et de franches déconnades, l'équipe de Caramel Mou vous propose de fêter cet anniversaire à la Cave Poésie le vendredi 30 juin à partir de 21h. Sur scène, quelques-uns des artistes entendus dans l'émission durant ces quasi 3 décennies. On pourra écouter le rock de Wax Me, le funk de The Roche, mais aussi Boucan, le nouveau projet d'Ember Ember en trio, avec Pierrot Pépin à la trompette et Kestekop à la guitare, mais aussi la chanteuse Fanny Rose, Zédrine, B comme Fontaine, quartet toulousain célébrant le répertoire de Brigitte Fontaine. Oui, ça existe à Toulouse, ça. On pourra aussi écouter El Comunero, Anticyclone et son jazz climatique. Le duo Alima Hamel et Fabrice Vandang, le duo que l'on vient d'écouter juste à l'instant. Un concert qui vous donnera un petit aperçu de la richesse de cette scène toulousaine qui n'arrête pas de nous surprendre. Un concert gratuit sur invitation. On gagne ses places sur le site de Radio Campus, campusfm.net, ou sur l'événement Facebook anniversaire Caramel Mou que Jérôme, notre technicien, va commencer à mettre en place et qui sera disponible dès cette semaine. 60 places vous sont proposées. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les 60 premiers assisteront en direct à ce concert. Les autres l'écouteront sur 94 MHz. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel Mou. Iwa mama irak son pot dan cataracte ton yeux flou. Mi entend le chien, le loup, comme qui hurle là-haut. Ou sonne en saxophone au bout de son râle, au bout de son râle, au bout de son note. Donne fond mi bout, mi graphine, mi mort. Mi envale toute mon misère si fond kilote. Ou vais pas à moins dit tout, ou voudrais se manquer toute ça que la pas moins. À moins, mamaï, bonhomme, lolou, tout ça là ensemble. Mi mort pour achat ou un cri, quand même ça pas l'amour. Donne coup de coin, donne béquet. Mi mort pour un graphe ou de figure, un sel grimace. Ça tout ça que mi gagne war. Mi chape mon douce. Astéa, la honte. Pour finir, si ou même, t'es trop vitement. Ce qu'ils à moi, elle a pas dire encore. Ce qu'ils à moi, hier, il dit a plus longtemps. Ou cause pardon, d'yen affaire. Pis l'amoulia kaba, parlez haut, parlez bas. L'eau chaque sophonie dégage son souffle, l'eau chéirale. Sous des doigts mamaï, rack son pot, maloya. Ou capali, sans mot des yeux, des sautes son bonne cri, y'en alors. Le silence terrible, ira chéri, sa couille fort. Il tira ou par le bas des mon la lave, chapeau de sang dans son alors le corps. Capé papa, capé maman,
que mi vomi pas mon cœur, mi relax pas mon poitrine. Capé, capé papa, capé, capé maman, que mi vomi pas mon cœur, mi relax pas mon poitrine. Que mi vomi pas mon cœur, mi relax pas mon poitrine. Que mi vomi pas mon cœur, mi relax pas mon poitrine. Que mi vomi pas mon cœur, mi relax pas mon poitrine. Voilà, on vient d'écouter Anne O'Haraud, artiste réunionnaise que l'on pourra écouter ce soir sur la scène Garonne, la deuxième scène du festival Rio Loco, puisque c'est de ce festival dont on va parler pendant les 30 minutes qui suivent. Donc deuxième scène du festival Rio Loco, celle qui est le plus proche de la Garonne, la grande scène étant intitulée d'habitude la scène Pont-Neuf justement. Avec nous pour parler de ce festival ce soir, Hervé Bordier, son directeur artistique, mais également Jean-Marc Lacaze, artiste graphique réunionnais, qui signe cette année l'affiche de cette nouvelle édition 2017 du festival Rio Loco. Avant de commencer à parler un peu de cette édition 2017, Hervé Bordier, 2 mots sur cette chanteuse Anne O'Haraud que vous soutenez férocement. Ah oui, puisque je pense elle symbolise un peu ce qui est ma passion, c'est-à-dire la découverte d'artistes peu connus au départ. Moi, je crois beaucoup en elle. Et puis, il n'y a pas de hasard. C'est un ami qui produit cette personne. C'est Philippe Conrad, qui a un label qui s'appelle Cobalt. Et bizarrement, Philippe Conrad, quand j'étais plus jeune, avec lui, j'avais fait Marquis de Sade, le groupe Marquis de Sade à Rennes. Il avait produit avec d'autres personnes et avec moi le groupe Marquis de Sade. Et aujourd'hui, il est le producteur de Daniel Waro. Mmh. Et Anne O'Haraud n'a rien à voir de la famille des Waro. C'est un peu comme les Dupont-Durand. Mmh. Il y a les gens Didier Waro. Alors, c'est des orthographes toujours différents. Et il m'a envoyé, elle a joué à Africolor, là, dans la dernière édition d'Africolor. Il m'a envoyé ce morceau. Donc, c'est quelqu'un, Jean-Marc, on en parlait, mais elle était d'abord dans un duo l'année dernière, elle est très performeuse, elle joue et donc j'aime ce côté entre le slam, le côté tribal, ce côté divers, ce côté roots avec ce djembé derrière oui, et cet instrument à cordes qui ressemble férocement au berimbau, c'est quoi dans le micro, Jean-Marc? C'est un arc musical, alors le nom il faut que je retrouve, c'est un bobre. Alors, voilà, c'est ça, avec une calebasse, c'est un bois tendu avec un câble et c'est joué avec une baguette. Voilà, donc ça fait vraiment berimbau brésilien. Oui, voilà, sauf qu'ils se servent de la... Enfin, berimbau, oui, exactement, et de l'arc musical où on se sert de la bouche comme caisse de résonance. Ouais. Là, il y a une calebasse. D'accord. Donc voilà, et donc elle joue ce soir sur la. Alors c'est la 3e scène en fait. Vous disiez que c'était la 2e, mais il y a la scène Pont-Neuf, effectivement, la scène Village, et on a créé cette nouvelle scène qui est la scène Garonne. Et je voulais faire un spot sur ces nouveaux talents, ces découvertes, etc. Donc hier soir c'était Sophase qui a joué, qui est un groupe toulousain, voilà, qui sort son nouvel album là qu'on vient de rencontrer, et je voulais vraiment leur donner une scène, je trouve que c'est bien. Chaque année, on essaye de trouver le groupe toulousain qui est lié à la thématique qui est phare. La dernière, c'était Doulin par rapport au monde celte, et aujourd'hui, on voit que le chemin qu'ils ont parcouru. Donc, j'espère que Sophane. Anne O'Haraud, parce que son album ne sortira qu'en septembre. Donc là, elle a aucun album, hein. Elle vient vraiment brute de coffre comme ça, et ça, j'aime bien. Et puis, demain soir, il y aura Tocotello avec des grands aussi, puisque c'est Régis Gisavo, qu'on connaît bien comme accordéoniste, Aïdjari, et donc, et Java,
Monica Java, donc un trio. Donc voilà, c'est des formes très intimistes sur cette scène qu'on va appeler maintenant la scène Garonne et qui sert en après-midi au spectacle jeune public. Très bien. Et donc on va revenir maintenant un peu sur la philosophie de cette nouvelle édition. Hervé Bordier, vous êtes arrivé à Toulouse pour Rio Loco, c'était en 2011. On se souvient tous de cette édition plutôt apocalyptique, pas qu'il ait plu comme l'année dernière, parce que vous parliez de Douling. D'accord, ils ont eu de la chance, eux, ils n'ont pas eu la flotte, mais enfin quand même, celui de l'année dernière a été férocement arrosé. On se souvient tous de cette soirée annulée. On était avec Jean-Pierre Lérac allé voir les Chieftains. On attend toujours de pouvoir les voir sur scène. Je pense que maintenant c'est terminé, ils sont trop vieux, on ne les verra plus. Mais c'est vrai qu'il y a, en 2011, vous aviez aussi une édition plutôt agitée, pas à cause des intempéries, ni à cause des intermittents du spectacle, mais tout simplement parce que cette année-là, il y avait une crise diplomatique entre la France et le Mexique. Rio Loco devait être consacré au Mexique. Du coup, toute la programmation a été annulée, le Mexique ne souhaitant pas être dans Rio Loco. Et au Débeauté, vous nous aviez sorti une programmation de derrière les fagots. Top. Voilà, mélangeant plein de choses. Si je me souviens bien, c'est cette année-là que j'ai eu la chance de voir Clinton, oui, George Clinton. Même vieux, il débeautait encore sur scène. Et donc, il faut savoir qu'il avait été remis sur pied parce que c'est un monsieur qui a aujourd'hui 73 ou 74 ans. Et il m'avait demandé un ostéopathe. Ah, ouais. Et en fait, il y a un ostéopathe magicien. Lucien Faure, qui travaille beaucoup au Zénith et qui travaille beaucoup pour les joueurs du stade. Et il l'a remis sur pied, mais bon, il est quand même bien abîmé. Et même les musiciens, après le concert, m'ont dit, mais c'est une pile électrique, on l'a jamais vu comme ça. Comme quoi, il suffit quelquefois d'un bon ostéopathe pour que tout reparte. Donc, depuis 2011, vous êtes à la tête de Rio Loco. Je regardais que finalement, sur les 6 éditions que vous avez menées, il y en a 3 qui sont consacrées à des musiques iliennes. Oui, mais c'était... enfin, voilà, c'était quand il y a eu l'électrochoc, donc moi, la programmation du Mexique, de toute façon, elle était déjà actée avant mon arrivée, donc il a fallu faire un tour de magie, mais une fois qu'on a les réseaux... et puis après, c'était une philosophie de se dire, est-ce qu'on va faire un grand mix qui avait effectivement marché, parce qu'on piochait Staff Banda, Billy Lee, c'était tous les trucs un peu dans l'air du temps, des musiques du monde. Ouais. Et ça, c'est, je dirais, presque facile. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de festivals. Moi, j'aime beaucoup les gens qui font musique métis, j'aime beaucoup les escales aujourd'hui à Saint-Nazaire ou les Sud Arles, mais on pioche un peu comme ça, un peu partout. Une thématique, ça demande une rigueur. Et donc, il y a eu cette année du Mexique, c'était une année voilà, un peu particulière, mais qui a vraiment marché et qui a donné du plaisir aux gens. C'est un nouveau Rio Loco. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Tous les ans, on fait un grand mix, on va piocher les couvertures de Songlines, les couvertures de Jazzot, de Jazz Mag, et on va prendre ce qui est dans l'air du temps, 5 mois avant, et puis... Et j'ai voulu revenir à une rigueur, et ce qui m'a intéressé, c'était de regarder ce que le Rio Loco n'avait pas fait. Et donc, tout de suite, dans ce regard un peu de breton qui arrive dans cette région, ce qui m'a choqué, c'est que, par exemple, aucun artiste portugais n'avait joué à Rio Loco, et je côtoyais beaucoup de Portugais. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette édition sur la lusophonie, sur la langue. Mais je voulais pas faire un spot uniquement sur le pays, Portugal, parce que je revenais à des choses qu'avait déjà fait Rio Loco, des pays, Sénégal, Mexique, etc. Et donc, je me suis dit, c'est la langue, parce que la langue, elle voyage. Voilà. Donc, et là, du coup, là aussi, on avait vu les îles. Il y avait eu le Cap-Vert. Voilà, on commençait déjà. C'était les îles, le Cap-Vert, et ça touchait l'Afrique avec l'Angola, le Timor oriental, le Brésil surtout. Et donc, pour moi, c'était tout de suite, il y avait Antilles, Caribé, Océan Indien, était déjà dans mon fil conducteur. Quoi. Et donc, on a fait les îles, et on touchait aussi à des pays, en tout cas francophones, l'outre-mer, en ce qui concerne la Guadeloupe, Martinique, ensuite la Guyane, etc. Donc vraiment dans l'outre-mer qui n'avait jamais été au plus, alors qu'il y a une communauté hyper importante ici en Occitanie. Et donc Caribé a été violemment perturbé par les intermittents, et c'est vrai que l'année suivante aurait dû avoir lieu l'Occitanie, quoi. Et là, j'ai dit, on va se poser, et comme on a fait tout un gros travail sur la valise pédagogique pour les enfants, je me suis dit, on va raconter l'histoire du festival, justement, parce que je la connaissais pas tant que ça, et j'avais envie d'y plonger un peu. Et donc, on a fait cette édition avec une soirée Europa, une soirée Africa, une soirée America et une soirée Occitania. Parce que là aussi, bizarrement, aucun artiste occitan, à part à une époque très lointaine, Massilia Sound System, mais qui n'avait jamais joué, en fait.
dès la première édition en 95, aucun artiste occitan n'avait été invité sur Oyo Loco, quoi. Alors, nul n'est prophète dedans. Et quand j'ai dit on va faire une nuit Occitania, tout le monde dit oh là là, c'est ringard. Et en fait, on a amené tout ce qui était aussi la scène Massilia, effectivement marseillaise, avec le corps de la Plana, qui était extraordinaire. Mais aussi Artus, tous les underground de la Occitanie d'aujourd'hui, tous les bars d'aujourd'hui de l'Occitanie. Et ça a été un succès foudroyant. Et de là, la langue de par mes racines, Bretagne, les monts celtes, je disais c'est le moment l'année prochaine de faire. Et là, dans la réflexion, c'est dire est-ce qu'on passe encore à autre chose? Et pour moi, c'est évident qu'il fallait pas terminer, mais on continue un cycle qui n'était pas terminé avec Antilles et Caraïbes. Et c'est pour ça que j'ai proposé les îles de l'océan Indien, avec encore une autre diversité, et sur une zone géographique qui est autour de Madagascar. Et c'est vrai que parler et célébrer les musiques des îles de l'océan Indien, c'est faire un lien entre des cultures qui sont quand même assez différentes, des histoires, des trajets qui sont aussi différents. Quel est un peu le lien entre ces 4 cultures, puisqu'on va surtout écouter de la musique de la Réunion, de Madagascar, de Mayotte et de Maurice? Je crois qu'il y a une générosité, il y a une diversité, c'est un peu le mot bateau, mais il y a une diversité, il y a des histoires différentes, mais qui cohabitent, quoi. Les ethnies cohabitent, je crois que Jean-Marc pourra en parler mieux que moi au niveau de la Réunion, de Madagascar, parce qu'il lui vit là-bas. Mais je crois qu'il y a encore un autre aspect qui n'existe pas. Il y a des langues différentes, des histoires différentes, mais on est dans... Enfin, c'est ça, le Oyo Loco, c'est de raconter des histoires. Et je crois qu'il y a quand même des liens entre tous ces gens qui vont se croiser, par exemple. Mais il y a très peu d'événements en métropole qui réussissent à croiser tous ces artistes, parce qu'il faut savoir que les conditions économiques, non pas de la Réunion, même si c'est difficile, mais si on parle de Maurice, de Baudry, de Mayotte et de Madagascar, là, si on parle de la musique en général, dans la diffusion, dans la pratique musicale, c'est pas un monde de rêve, c'est des choses très difficiles. Et en même temps, il y a une passion musicale incroyable, il y a des artistes incroyables. Donc c'est notre rôle en tant que passeur, en tout cas, et encore plus parce qu'on est mairie de Toulouse, de dire on va pas faire Iggy Pop tous les jours à la Prairie des Fils, quoi, ou de faire George Clinton tous les jours. Donc voilà, c'est aussi notre mission d'inviter des artistes peu connus j'aime pas ce mot métropole en métropole, mais en tout cas c'est ce qui est employé, mais c'est notre rôle et c'est ça, ce qu'il fallait pas surtout, c'est qu'il y ait trop d'artistes de la Réunion. Parce que c'est vrai que les artistes de la Réunion sont plus aidés que les autres. Et c'était de trouver avec Pierre Jaouen et Santiago Diaz, qui sont les programmateurs de musique avec moi, c'est trouver cet équilibre entre tout ça et de raconter des histoires. Et quand on pouvait pas la raconter pendant Oyo Loco, on a la chance, en tout cas sur le festival, de faire des choses en amont, comme on a fait à Bordeaux Rouge le Cabaret des Îles, encore avec des artistes, comme on a fait le Sega Accordéon avec Wendy Spedville-Hortense, qui vient des îles Rodrigue. On l'a fait à l'Hostal d'Occitania, c'était blindé de monde. Et comme vous le ferez après, puisque lundi, il y a encore Julien Babou qui va faire un spectacle pour enfants tout lundi. Voilà. Et la scène toulousaine, que là, on parlait de Sophaz, on parle de Julien Babou. Il y a aussi Guillaume Ramet qui a joué, qui jouera à l'inauguration, je l'espère, en tout cas, l'inauguration du festival en duo, parce qu'il a fait une création avec Jean-Didier Waro, justement, qui était sur la valise Oyo Loco. Ils ont fait un morceau piano-voix qui est absolument magnifique, et je veux qu'ils le refassent, parce que il y a que les gens de Job qui l'ont vu, donc et c'est vraiment un travail commun qui a été créé à Toulouse, donc je lui ai proposé de pouvoir le refaire à un moment. Jean-Marc Lacaze, je parlais un peu du lien qui pouvait lier ces îles, donc Madagascar, Maurice, Mayotte, la Réunion. C'est vrai que ces îles ont des histoires un peu particulières. Elles ont toutes été colonisées à un moment donné par les Européens, mais certaines étaient vides quand les Européens sont arrivés, d'autres étaient déjà habitées, et là, les populations locales en ont pris plein la figure, comme on peut dire dans ces cas-là. Est-ce que la francophonie, ça pourrait être aussi un lien entre ces îles qui, à un moment donné, ont toutes été sous domination française, même si certaines, après, sont passées sous domination anglaise, notamment Maurice? Oui, c'est sûr que moi, de mes voyages, que ce soit Mayotte, Madagascar, Maurice, Réunion, c'est sûr que la francophonie fait lien. C'est-à-dire qu'à Maurice, c'est surprenant de les entendre parler aussi bien le mauricien, le créole mauricien, que l'anglais, que le français. À Madagascar, ils parlent un français
quasi impeccable. Bon, ça dépend pour qui, mais on se fait très bien comprendre, puisque voilà, ils ont eu leur indépendance il y a plus de 30 ans, même 40 ans. Et à Mayotte, pareil, vu que maintenant c'est département français, et aux Comores, c'est pareil, on se fait facilement comprendre. Donc effectivement, il y a la francophonie, la langue francophone est un lien, le français est un lien. Après, il y a au niveau historique, comme vous l'avez dit, Madagascar était déjà habité, farouchement habité, puisque les Français n'ont pas pu pénétrer Madagascar comme ça, puisque la Réunion, ensuite, à la fuite de Fort-Dauphin, sont partis se réfugier, sont allés chercher les 12 mutins qu'ils avaient abandonnés sur l'île de la Réunion pour pouvoir renforcer l'attaque de Malgaches contre les Français. Donc c'est comme ça qu'on a découvert la Réunion qui a été habitable, puisqu'ils sont restés 2 ou 3 ans et ils étaient en super bonne santé quand on les a retrouvés. Mais par exemple, la Réunion n'était pas habitable quand les premiers navigateurs européens sont arrivés. C'est-à-dire que les côtes étaient un peu dures, c'était difficile d'aborder, mais quand on a laissé ces 12 mutins, on s'est rendu compte qu'ils étaient super en forme quand on les a retrouvés, donc on s'est dit, il y a peut-être moyen de y vivre. Et puis me dites pas que c'était le premier numéro de Koh-Lanta. ça aurait pu être. Et après, il y a l'histoire aussi de l'engagisme indien. Voilà. Qui a l'esclavage, bien sûr, l'esclavage qui a permis une influence de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, puisqu'après on est carrément parti chercher des esclaves à l'Ouest, puisqu'il y a des esclaves qui partaient, qui se jetaient à l'eau pensant retrouver les côtes. Donc il y a eu après tout un trafic pour diviser encore plus les ethnies entre elles, pour qu'il y ait de moins de coalitions. Bon voilà, c'est l'horreur de l'esclavagisme et de la domination, du colonialisme. Et après il y a eu l'engagisme. Maurice est très indien et très marqué par la religion hindoue, parce que beaucoup d'engagisme à Maurice. L'engagisme ? Alors l'engagisme, c'est une fois qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, les gros propriétaires terriens avaient besoin de main d'œuvre. Donc dans les années 1850, 1840, à la fin, donc c'était 1848 à la Réunion, l'abolition de l'esclavage, donc ça a suivi, mais les conditions étaient quasiment similaires à l'esclavage, c'est-à-dire qu'on leur donnait un cabanon, de quoi juste dormir, ils avaient une situation, et puis dès qu'ils avaient une faute, on leur rajoutait des jours de travail, on leur retirait soi-disant leur paye qui était déjà pas bien épaisse. Donc voilà, c'était une sorte de... Et puis les gens qui venaient, qui s'engageaient, c'était des gens qui n'avaient quasiment rien à perdre chez eux et qui venaient... et donc là, on a pu observer une grosse arrivée de population venant d'Inde. Donc il y a une très grosse influence, surtout à Maurice. À La Réunion, on le sent beaucoup. De toute façon, c'est très visible puisque la religion tamoule est assez visible. Ils déambulent dans la rue, ils font leur cérémonie, c'est visible, on peut y participer, c'est pas du tout fermé, donc il y a une très grande ouverture de ce côté-là. Et ça veut dire quoi au niveau musical, que les musiques de ces îles-là sont un peu le résultat d'un mélange entre tradition indienne, rythmique africaine et musique européenne, c'est un peu ça? Je dirais qu'il y a plein de choses. En fait. Où il y a vraiment des communautés très marquées. Non, alors forcément la musique, je parlais des hindous, donc il y a les tambours malbar, qui sont joués, mais il y a aussi des registres profanes et des registres sacrés, et ça bien sûr ça s'immisce dans on va dire la musique populaire. Ils vont puiser là-dedans, comme le maloya était des complaintes, des chants, c'était après le travail, ils allaient d'un côté des chants, comme le sega s'est nourri qui est devenu, en fait, qui était le tchega, qui était presque le premier maloya, dont on parle peut-être pas assez, était devenu après la musique du gouverneur, donc après ça s'est agrémenté de biguine, de quadrilles, de machin, qui était en fait une culture amenée par les Européens, par les colons. Et on va parler même de Peters qui jouait au début, il avait fait le groupe Caméléon, Carousel et tout, c'est eux qui ont amené dans les années 70, ils étaient à fond de Deep Purple, de Led Zeppelin, ils ont amené cette musique électro, mais ils jouaient du bal, c'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait pas, il y avait très peu de donc ils jouaient du baloche. Et ils faisaient des musiques pour que les gens dansent. Donc ils avaient déjà toute une capacité à jouer des répertoires qui sont très connus chez nous, dans nos bals populaires, à nous, à la campagne ou ailleurs. Donc voilà, il y a une richesse et il y a une capacité. On a de grandes familles de musiciens, les Laop, les Lucili, il y a même qui joue de l'accordéon, l'ancien collègue de Peters qui vient jouer. Lacaille, René Lacaille, voilà, on a des grandes familles, des dynasties de musiciens à La Réunion. Et Madagascar, je parle même pas de Madagascar, où c'est d'une richesse, c'est des gens talentueux qui n'ont malheureusement pas assez de moyens pour s'exporter et pour pouvoir jouer dans des conditions correctes. Mais voilà, c'est un vivier de talent énorme. Je me demande si le dernier artiste malgache qui a été distribué correctement en France, ça n'est pas Mickey Dash. Et ça date déjà d'il y a une bonne quinzaine d'années. Oui, peut-être. Zozob, on en parlait, mais qu'on fait venir là sur le festival, il a été largement soutenu par Christian Mouchet de Musique Métis, qui l'a produit.
Donc c'est lui qui était un peu en ligne de mire là, ces 10 dernières années, j'ai l'impression, en tout cas, comme l'un des grands artistes de... Hervé Bordier, vous vouliez marquer, vous vouliez montrer quoi avec cette programmation autour des îles? C'était bon, là, on parlait de la Caille, c'est quand même un grand nom de la musique réunionnaise. Il y a aussi Waro, évidemment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au Mandala, c'était il y a 3-4 ans, concert mythique au Mandala, depuis il n'est pas revenu à Toulouse. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes, plein de styles peu connus, plein d'artistes qu'on va découvrir. Vous vouliez favoriser quoi avec cette édition 2017? C'était le faire comme n'importe qui, c'était de plonger dans cet univers, cette diversité, ce que racontait Jean-Marc dans ses traditions et ses modernités, dans ses fractures aussi, parce que c'est vrai que Madagascar, par exemple, la musique amplifiée est omniprésente et qui est plus inspirée de l'Afrique du Sud, par exemple. La Réunion, on est plus sur des instruments traditionnels. Le maloya électrifié a été connoté, ce que disait Jean-Marc aussi, très baluche. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de gens, et bizarrement, c'est Daniel Waro qui a réhabilité le maloya, alors que c'est un blanc des hauts plateaux. Enfin, c'est pas l'artiste le plus marquant et c'est lui qui a à travers la France, en tout cas, et l'Europe, qui a amené les gens qui a popularisé cette musique-là. Oui. Bon, on peut pas dire que Daniel Waro c'est quelqu'un de très important pour les gens qui connaissent, pour les connaisseurs, mais pour le grand public, c'est quelqu'un qui est peu connu, enfin en France. Ça commence à faire son temps. Je me rappelais quand j'étais étudiant à Toulouse, c'était en 2002-2003. Il y avait des jeunes étudiantes en théâtre qui connaissaient Adécalum, qui le chantaient. J'étais agréablement surpris, quoi. Donc ça a commencé. Là, c'est là, je pense, qu'a commencé. Puis Waro a eu cette identité aussi très forte au début de faire des interviews en créole. Il dit non, mais moi, mes codes créole, trappe un interprète, mais il ne gagne pas, parle français, quoi. Et donc c'était une façon de revendiquer une culture. Il pouvait très bien le faire en français. Aujourd'hui, il n'en est plus là. Il n'a pas un cap. Il peut faire l'interview en anglais ou en français. Mais c'était une façon de vraiment revendiquer une identité forte réunionnaise, et ça a contribué, je pense, à faire connaître le maloya aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend maloya un peu à toutes les sauces. Ça a démocratisé, pardon. Donc il fallait le maloya, il fallait le sega. Quand on a tout de suite fait à un moment c'est demain soir, il y a de la Cool Creole Connection, et c'est le social club de réunir toute l'Afrique autour de ce projet, d'avoir les grands chanteurs, parce que c'est un peu comme le maloya, c'est le sega, c'était vraiment l'orchestre, les orchestres électriques, je dirais électrifiés de ces années 60-70, et on souhaitait vraiment refaire ça aussi, reboter et moi je suis heureux. Donc voilà, c'est par curiosité de passer aux musiques, je dirais pas traditionnelles, j'aime pas trop ce mot, mais par exemple les femmes comoriennes, le débat, en passant à Christine Salem, en passant à Anna Haro qu'on évoquait tout à l'heure. C'est cette diversité que j'ai envie que les gens fassent un voyage. Fassent un voyage. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Je crois qu'il y a une telle richesse à travers le monde que le rôle de Orio Loco, c'est une fois qu'on se pose là quelque part là, autour de cette grande île qu'est Madagascar, qui est l'une des plus grandes îles, qu'est-ce qu'il y a autour, comment on peut faire cohabiter ces histoires, et comment les gens peuvent se retrouver à la prairie des filtres pour vivre des beaux moments, pas des artistes qui sont médiatisés en France. Quand je parlais de Daniel Waro, c'était ça que je voulais dire, c'est que là on s'aperçoit Orio Loco a une force dans les médias, etc. Et c'est sans doute la première fois où Daniel accepte de faire beaucoup de choses de médias, de la métropole, où il n'a jamais eu accès, quoi. Donc, et ça, je trouve, si Orio Loco le permet, tant mieux. Mais c'est surtout les petites perles, quoi. Surtout les petits projets, les choses qui sont peut-être moins connues. Wawa, par exemple, moi je l'ai découvert par des gens d'ici, je connaissais pas du tout. Il y a des choses qui sont vraiment pas bien de Wawa, c'est un tout jeune, et moi dans les dernières, surtout sur la partie live, il vient avec 17 musiciens, donc c'est un gros pari de faire venir 17 musiciens de Madagascar. Mais je sais que c'est quelqu'un, c'est le souvenir, on parlait dans les souvenirs de Orio Loco en 2012, j'ai fait Batuda
groupe angolais portugais sur la prairie. C'était connu il avait remplacé je sais plus quel groupe. Il y avait peut-être 200 personnes qui connaissaient. Il y avait 20 000 personnes devant qui se sont mis à danser sur Batida. Et c'est ça que je veux, c'est que Wawa, qui a pas de disque en France, qui est pas distribué, c'est un showman, c'est le James Bond en paillettes, intégral quoi. Et c'est un mec à 36 ans, c'est une star, c'est une star à Madagascar pour un certain public. Mais c'est voilà, donc il peut tomber aussi parfois dans la frange de la variété. Là, on l'a remis dans un truc pur et dur du live avec des cuivres, avec des claviers, avec. Donc ça c'est vraiment un showman. Et demain soir à 23h. Voilà, demain soir avec sa clôture. Après, il y a Dizzy Brain qui sera à l'opposé, qui est aussi de Madagascar, qui est plutôt le groupe punk clash aujourd'hui de Madagascar, là, qui sont par contre eux très portés par les médias en France depuis qu'ils ont joué justement au Transmusical. Ouais. Mais voilà, on aura deux mondes différents. Mais c'est ces croisements, c'est ça qui est beau dans l'histoire de Rio Loco. Oui, pour les têtes d'affiche, mais voilà, on peut faire un festival. Je crois que c'est dans la mission, ce que je disais tout à l'heure, la mission d'un festival de ce type, de faire découvrir des artistes. Au niveau des situations des artistes dans ces territoires-là, c'est vrai que depuis la France, on connaît Sakifo, le label réunionnais, dont le festival qui va avec. Mais c'est vrai qu'on connaît peu d'autres structures qui à La Réunion ou à Madagascar, soutiennent un peu ces artistes-là. Oui, il y a des festivals, mais en termes de soutien, c'est surtout La Réunion. C'est La Réunion aujourd'hui a des festivals électro-tropicales. Il y a le Yoma, il y a le Sakifo. La Réunion, il y a la matière. Ça structure de plus en plus. C'est très structuré. Oui. Et c'est plus. Il y a des festivals à Madagascar, il y a des festivals à Mayotte, mais c'est plus confidentiel. Ouais. Ça. Mais il y a des festivals, qui sont entre le côté roots traditionnel et les musiques d'aujourd'hui. Mais pour les groupes, c'est très très dur de se faire connaître parce qu'il n'y a pas c'est très compliqué dans ce que je disais tout à l'heure, dans la filière musicale, les producteurs, les disques, pour faire des disques là-bas. Quand Wendy Spenville, Hortense l'accordéoniste est venue, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir fait un album. Quoi. Il n'a jamais enregistré d'album, il a joué avec des groupes, mais il a joué un peu comme partenaire avec d'autres artistes un peu plus connus. Mais c'est quelqu'un qui mérite, il faudrait quelqu'un qui le produise, quoi. Donc je vais tout faire pour que, il ait accès aussi peut-être à quelqu'un qui sente qu'il a un talent fou. Mais c'est ça qu'on a envie de raconter, quoi, sur Rio Loco. C'est une belle aventure humaine. Donc, Jean-Marc Lacaze, vous nous parliez de musique jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est pas forcément votre première corde à votre arc. Vous êtes surtout un artiste, un graphiste. Quand le festival Rio Loco vous propose de faire l'affiche de cette édition 2017, puisque c'est vous qui la signez, vous partez avec quelle idée? Le résultat, il y a un côté très mystique dans cette affiche-là, mais vous avez quelle idée et qu'est-ce que vous voulez montrer dans cette affiche de votre région, puisque vous êtes réunionnais, même si vous disiez tout à l'heure, vous aviez fait vos études à Toulouse. Justement, la première idée, c'était de revenir d'une façon à Toulouse. Donc, que ça soit par le corps ou par l'esprit. Donc, j'étais enchanté tout d'abord qu'on me propose, qu'on me fasse cette proposition, auquel j'ai répondu de suite. Et même si, par contre, je ne suis pas graphiste de cœur de métier, je suis plutôt artiste plasticien. Et je suis parti sur une idée, c'est-à-dire que je suis baigné. Moi, je suis arrivé à La Réunion à l'âge de 13 ans. Je suis parti pour mes études en métropole, je suis parti aux Beaux-Arts à Marseille, et je suis retourné, là, il y a 7 ans, je suis revenu à La Réunion, parce que je voulais le faire découvrir à ma fille, justement, ce mélange de cultures, ce métissage, la possibilité d'aller aussi bien à la montagne qu'aller à la mer, de suivre, on parlait de culture tamoule tout à l'heure, d'aller voir une marche sur le feu, des choses comme ça, d'avoir ce brassage culturel, religieux, de ces couleurs, c'est ce climat aussi, il y a 32 microclimats à La Réunion, cette espèce d'écrin en fait, de diversité et de richesse qui m'intéressait d'offrir, de transmettre en fait. Et donc quand je suis parti sur cette affiche, il y avait un peu cette idée-là, quoi. Il y avait tout ça, tout ce qui me touche, il y a une part de La Réunion, La Réunion dans mon cœur, m'habite aussi dans cette ouverture d'esprit, ce côté très coloré. Et donc je voulais partir sur quelque chose de très coloré, je voulais partir sur quelque chose aussi d'assez humble, assez posé. Donc le choix de cette femme sac à lave,
femme malgache. Avec une coiffe atypique. Après, je me suis amusé à métisser, à croiser. Alors, je prends cette liberté parce que je ne suis pas, moi, natif de La Réunion. Je ne suis pas réunionnais, donc j'ai peut-être plus de liberté de jouer avec certains codes ou certaines représentations que peut-être quelqu'un qui serait natif de La Réunion, qui se poserait des tabous, qui s'interdirait, comme de mettre un Saint-Expédite, qui sont des petites chapelles, des oratoires qu'on trouve sur le bord des routes, qui sont dédiés à un centurion romain qui voulait se convertir au catholicisme. Voilà, je l'ai mis sur la tête du personnage central. Du personnage. Alors j'ai eu des réflexions du ouais, quand même, t'as abusé, t'as mis un Saint-Expédite sur la tête, respecte pas Saint-Expédite, machin. Bon. Donc voilà, donc j'assume complètement le truc parce que je sais que j'ai quand même un respect pour ce type de pratique ou cette culture où je parlerai même de spiritualité sous différentes formes, et ce que je trouve qui est encore très vivace, qui est très intéressant à La Réunion. Du coup, d'avoir la proposition d'exposer la chapelle des Carmélites, ce n'était qu'une suite logique à quelque chose auquel je suis sensible. C'est vrai qu'une exposition à la chapelle des Carmélites, c'est toujours casse-gueule parce que faut quand même avoir en tête le décor habituel de la chapelle des Carmélites, et il faut vraiment tenir le challenge là, parce que c'est pas n'importe quoi qu'il y a à la chapelle. On y voit quoi? Donc exposition qui se termine dimanche, donc il y a encore 3 jours pour aller la voir. On y voit quoi, vos dernières productions? Alors non, on y voit 2 choses. On y voit des choses que j'avais déjà faites, que j'ai réhabilitées pour la chapelle. Il y a 2 pièces. Il y a 2 pièces que j'ai déjà faites, dont les requins et les gilets de sauvetage première classe, qui sont adaptables, qui sont présentés de manière différente, en fait, qui sont une déclinaison comme une série. Et puis j'ai créé des pièces exprès justement pour la chapelle. Ça m'a boosté cette idée. Alors c'était une gageure, hein, c'est une contrainte, hein, cette chapelle. C'est à double comment tranchant. on s'en empare? Parce qu'effectivement, créer des œuvres pour la chapelle, j'espère que pas tous les pour, auditeurs, mais prenons en compte le lieu. Ouais. Tous les auditeurs qui écoutent cette émission sont allés au moins une fois voir la chapelle des Carmélites, qui est très belle, hein, qui est magnifique, qui est juste derrière la bibliothèque de la rue du Périgord. C'est vraiment un endroit un peu encaissé, il faut vraiment vouloir y aller, mais c'est un des endroits les plus beaux de Toulouse. Il y a des fresques, il y a un plafond absolument somptueux. Donc c'est là que je dis que la gageure, elle est vraiment forte. Il faut tenir la comparaison avec ce plafond du 18e. Bah, tout à fait. Alors soit on part sur quelque chose de très très sobre. Voilà, ce que première proposition que j'ai faite, on me dit bon, c'est pas casse-gueule, je voulais faire une proposition dessin en installation. Bon, Hervé avait plutôt envie que je parte sur, comme j'avais joint un petit dossier pour l'explication de l'affiche, j'aimerais bien un truc plutôt, on voit que ça vient de là, il y a ça, tu fais... Et puis bon, du coup, comme j'ai un peu l'esprit partir à droite, à gauche et tout, je me suis dit, c'est pas mal, mais bon, c'était un enjeu, quoi. Donc je me suis dit, comment je vais arriver à contrebalancer ou arriver à pas concurrencer, mais aller dans ce côté très ostentatoire, très chargé de la chapelle, très doré. Donc dans chacune des pièces, il y a de la dorure. Donc pour faire un clin d'œil, pour faire un leitmotiv et pour répondre avec la chapelle. Et un rappel du baroque de la chapelle. Voilà, donc il y a ça. Puis je me suis dit, on va créer des îlots de lumière, on va tamiser la lumière, on va créer un peu comme des îlots de lumière, comme il y avait plusieurs îles. Je me suis dit, ça va répondre aussi au festival. On va être dans des entités, des îlots. Donc on est sur l'installation parce qu'on ne peut rien accrocher au mur et tout. Donc on est sur l'installation au sol. Et comme j'avais des œuvres qui étaient déjà de l'ordre de l'installation, donc j'ai plus ou moins adapté. J'ai travaillé avec le service techniques de la mairie qui ont été très opérationnels, qui m'ont fourni des supports à la demande. Donc on a travaillé de concert, on a fait un mannequin ensemble, j'avais préparé un costume justement par rapport à un carnaval qui est à La Réunion, le Carmont, qu'on voit sur l'affiche, une des photos de l'affiche. Et donc voilà, je suis parti sur cette proposition, ne sachant pas. Donc moi, j'invite les gens à venir voir, à se faire leur propre avis. Je pense que c'est assez réussi, que l'enjeu était de taille, et voilà, je suis satisfait quand même du résultat. Et donc visible jusqu'à ce dimanche. Donc vous avez encore 3 jours pour voir cette exposition de Jean-Marc Lacaze à la chapelle des Carmélites. Et puis si vous avez jamais vu la chapelle des Carmélites, ça sera une bonne occasion de vous imprégner de ce lieu et de voir
ce que peut donner dans les créations de Jean-Marc Lacaze, donc à la chapelle des Carmélites jusqu'à dimanche. Hervé Bordier, vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même dans l'idée actuelle de Rio Loco ce projet et cette affirmation d'être un lieu de découverte. C'est vrai que ça n'est possible que parce que en quasi 20 ans d'existence de Rio Loco, qui avant s'appelait le Festival Garonne, les gens ont pris l'habitude de ce rendez-vous-là. C'est quasiment le début des beaux jours. Bon, je ne parle pas l'année dernière, ça a été une exception, c'est sans doute à cause du réchauffement climatique. C'est les dieux, voilà. Les dieux celtes. Voilà. Mais d'habitude, c'est là qu'on prend les premiers repas dehors entre copains. On peut aller en t-shirt pendant toute la soirée sans avoir froid. C'est vrai que ça commence à devenir un rendez-vous et quasiment le premier rendez-vous de l'été pour les Toulousains. Et c'est sans doute ça qui fait aussi que vous pouvez vous payer le luxe de faire des programmations avec beaucoup d'artistes nouveaux parce que les gens vous suivent parce que c'est devenu un rendez-vous plutôt populaire. Oui, il y a une confiance. C'est la particularité de ce festival aussi, c'est... on va pas revenir sur la tarification, l'accessibilité, etc. Mais et c'est vrai qu'il s'inscrit comme un festival des musiques du monde, culture du monde dans la forme classique. Et c'est l'un des plus importants puisque quand tout marche bien, c'est plus de 100 000 personnes qui vivent le festival. Donc c'est quand même considérable. Et en même temps, ça reste très dans la proximité. C'est-à-dire les voisins. C'est une espèce de fête des voisins de l'Occitanie. Oh. Parce que c'est pas un festival de festivaliers. Non. Dans la tradition festival telle qu'on les voit. C'est un festival qui est complètement urbain, avec 20 000 personnes, c'est-à-dire complètement dans la ville. C'est-à-dire on est au Capitole, ou on est à Saint-Cyprien, on vient à pied. Les gens, il fait beau, on y va, on va boire un verre. On va prendre l'apéro. Voilà, on va prendre l'apéro et le prix d'entrée n'est pas contraignant, si contraignant que ça. En tout cas, c'est pour les enfants. Donc c'est cet équilibre entre un festival familial pointu au niveau de la programmation, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Pas uniquement populaire pour le populaire ou populisme d'artistes programmés parce qu'il faut faire du monde, etc. Et de plus en plus, et encore plus sur cette édition, il y a beaucoup plus d'enjeux cette année. Et je m'aperçois en tout cas dans ce que les gens ont envie de vivre, encore plus aujourd'hui, que ça répond présent. Enfin, on le voit au niveau des locations, on le voit au niveau des médias. J'ai l'impression qu'il y a plus de médias qui s'intéressent sur l'île des Océaniens que certaines que les éditions, Celtes l'année dernière. Non, les Celtes, il y avait, mais c'est... moi, je crois qu'il y avait quelque chose de naturel entre les Celtes. C'est comme il y a quelque chose de naturel entre les Bretons et Daniel Waro ou l'océan Indien. Ouais. Dans les accents, dans la voix, dans le... Il y a un couloir de circulation, ça. Enfin, c'est la langue. Des fois, il y a des gens qui me parlent. Et tout à l'heure, on était avec... Thierry de Sophase, et quand il parle créole, moi c'est des accents que j'entends dans les monts d'arrêt en pleine Bretagne, ou qu'on peut entendre au Québec aussi. Donc voilà, les langues traversent le monde. Je veux dire, voilà, il y a eu un éclatement du monde, découverte du monde, et je crois que ça s'arrêtera. De toute façon, Rio Loco dans cette philosophie de recherche, je crois qu'il fallait faire. Moi, ce qui m'intéressait depuis 2011, c'était ça, de faire la planète monde sur cette particularité, sur ces choses qui ont été vues encore une fois artistiquement très fortes dans leur diversité, mais aussi très violentes dans les cultures du monde, qui ont été des électrochocs, et on le sait très bien que l'océan Indien a été encore plus complexe que les Antilles et Caraïbes. Et ça, c'est en filigrane. C'est pas ça qu'on met en premier, mais c'est en filigrane. On parlait de la chapelle des Carmélites. On sort d'une exposition de Serge Pey, à qui j'ai confié une exposition où c'est approprié aussi ce rapport à la chapelle des Carmélites, qui est un lieu quand même très fort, très symbolique. Et lui aussi, il a les mêmes interrogations de Jean-Marc, à dire mais quel va être mon équilibre, moi, d'artiste plasticien avec ces peintures, etc. Et il a réussi. Alors là, on sort, on a fait plus de 5000 personnes qui ont vu son exposition Maloya pour un esclave ressuscité. Et voilà, donc c'est des pistes qu'on essaye en tout cas d'ouvrir. On n'est pas les archi-spécialistes non plus. Et je refuse ça dans l'équipe. J'ai dit voilà, on va pas faire le festival universitaire de l'océan Indien. Donc je crois que c'est plutôt des émotions. L'équipe travaille sur des émotions, que ce soit dans les arts visuels avec Federico Diaz. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Jean-Marc. Et c'est le hasard qu'il avait des liens, mais on le savait pas au départ. Avec moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Jean-Marc, là je parle de l'affiche, c'est ce travail photographique, photomontage, puisque ça était en lien physique
avec ce que j'avais fait avec Federico Diaz sur Zovek et Stilio, qui étaient les artistes mexicains qui ont accompagné le festival pendant, voilà, jusqu'à l'année dernière, jusqu'au Mondsel, puisqu'on a arrêté avec eux pour les Mondsel. Et le travail l'année dernière, c'était pareil, c'était un travail photographique, mais qui était complètement détourné. Le travail de Jean-Marc, voilà, c'est un travail détourné, et encore plus fort avec Jean-Marc, c'est qu'il y a encore plus de détails. Et quand on regarde le programme sur la page centrale, on a souhaité que dans le programme, par exemple, c'est de la page centrale, ça soit l'affiche qui soit le point qui relie justement toute cette diversité qu'on veut créer et qu'on veut démontrer, qu'on veut montrer surtout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce vendredi, samedi et dimanche, Rio Loco continue à la Prairie des Filtres, autour donc des musiques des îles de l'océan Indien. On va se quitter avec Till l'Afrique, une des formations que l'on pourra écouter demain soir sur la scène Pont-Neuf à Rio Loco. Ça dure également dimanche. Allez voir, précipitez-vous, ne vous refusez rien. Comme disait Hervé Bordier, le prix est quand même assez incitatif, et puis c'est une bonne occasion de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. Rio Loco, Hervé. Oui, non, et dimanche, c'est la partie, c'est encore quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire du festival, c'est que je voulais faire le pari. Il y a eu les intempéries de l'année dernière, il y a eu la fan zone, il y a eu plein de choses, Vigipirate, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une déperdition. On a été obligé dans l'économie du festival aussi de supprimer une journée, et on avait supprimé le dimanche, et on s'est aperçu très vite qu'il y a tout un public familial qui n'a pas forcément suivi. On a perdu beaucoup d'enfants et de parents, et je voulais essayer de tester un dimanche familial qui n'a jamais été fait. Mais en partant dès midi. Donc les portes seront ouvertes dès midi, et il y aura 3 groupes importants, autour Moriarty, autour de Alain Peters, d'un travail qu'ils ont fait qui s'appelle Wati Watia. Il y aura donc le fameux René Lacaille mais là aussi il y a un fil conducteur, parce qu'on l'avait fait à Rio Loco sur un hommage à Nougaro, où j'avais réuni René Lacaille, Régis Gisavo déjà, et un accordéoniste d'ici, dont je vais zapper le nom, il va m'en vouloir, et on terminera avec comment il s'appelle, qui a joué avec Nougaro d'ailleurs, un jeune Suarez. Voilà, Lionel Suarez, merci. Et on termine par le bal de l'Afrique enchantée. Donc c'est un grand final, un truc. Comme il y aura beaucoup de Toulousains, ce sont les législatives, le dernier. Donc les Toulousains sont très citoyens, donc ils seront sur Toulouse. Voilà. Donc il fera beau. Donc je leur conseille d'aller pique-niquer, et c'est 2 fois moins cher que la veille, donc le samedi, puisque on fait alors là on parlait d'accessibilité tarifaire, mais ça sera 3 € et 3 € l'entrée, et gratuit pour les enfants. Voilà, donc, 3 € à partir de midi et journée. Jusqu'à 22h. Voilà, donc Rio Loco, l'édition 2017, c'est parti. Vous en profitez jusqu'à dimanche soir. On écoute tout de suite Till l'Afrique, donc l'on pourra retrouver demain soir sur la scène Pont-Neuf à partir de 21h. Voilà. Merci Hervé Bordier et Jean-Marc Lacaze d'être venus nous parler de ce festival à ce micro.
à l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel Donc, hors micro, nous sommes en train de discuter sur les possibles de Rio Loco, savoir un peu les orientations futures de ce festival. Vous l'aurez compris, Rio Loco, c'est pendant tout le week-end. C'est à la Prairie des Filtres, ça va battre son plein à la Prairie des Filtres jusqu'à dimanche soir. Mais il y a quand même de la musique ailleurs. Et par exemple, vous avez du rock ce soir, du rock plutôt lourd et sauvage au Forbidden Zone avec deux groupes, un de Toulouse, un de Paris. Fousigras sont les Toulousains qui ouvriront cette soirée-là, et puis sera suivi d'une espèce de rock blues plutôt lourdingue, mais quand je dis lourdingue, c'est le son qui est très très lourd. Where the Pavement Ends. Donc ça, c'est au Forbidden Zone du côté de la gare. Les Commandos Percus seront, eux, à l'espace Bonnefoy à partir de 22h, toujours ce soir. Alchimix, musique métissée au taquin à 21h. Et puis, à l'impro, Gaël en trio. Gaël Aurélu en trio, à l'impro, saxophoniste canet. Musique plutôt moderne. Et ça, c'est donc à l'impro à partir de 20h30. Et puis, je vais me faire un petit plaisir, histoire de vous parler d'un petit événement qui va avoir lieu dimanche. Ça va être une balade organisée par Joël Sorin, donc Joël Sorin qu'on connaît tous à Toulouse comme étant le bassiste de Zebda. Il organise depuis une dizaine d'années plein d'événements musicaux. Par exemple, les pauses musicales, c'est lui qui les a inventées. Et dimanche, le 18 juin, il organise une balade en vélo, 35 km entre Grisol, Pompignan et Finan. On s'inscrit au 06 48 76 19 83, 06 48 76 19 83. Et puis, en même temps que cette balade en vélo, on pourra écouter de la musique avec le duo de Loche. On pourra écouter également la compagnie Aquacoustique et puis aussi Rémi Panossian, donc sur le bord du canal avec un piano. Ça va être quand même formidable. Et pourquoi je parle de cette journée, c'est que Rémi Panossian revient d'une tournée en Corée. Et puis, en Corée, il vient de sortir son premier album solo, album qui n'arrivera en France qu'à l'automne prochain. Rémi Panossian nous a envoyé cet album et on écoute tout de suite pour se quitter. Donc rappelez-vous, le vélo musical, c'est ce dimanche, 35 km à vélo. On écoute un vieux morceau de Richie Sakamoto, Very Christmas Mr. Lawrence, extrait de la bande son d'un film Furio où David Bowie jouait un pauvre prisonnier dans un camp géré par des Japonais, et Richie Sakamoto jouait le méchant japonais qui n'arrêtait pas de l'embêter. Et pendant ce film, on entendait ce morceau complètement formidable. C'est Rémi Panossian qui nous le joue, histoire de se quitter. Caramel Mousse, c'est la semaine prochaine qu'on se retrouve. Salut les filles.
caramel.